Chaque fois que tu te retrouves face à un obstacle, tu as le choix de le prendre comme un défi ou comme une menace. Hello Laurent, bienvenue dans le podcast. Salut Ken, très Comment tu content vas? d'être là. Bah Ouais, écoute, super, merci. génial. Bah moi aussi je suis très content de t'avoir là. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, comme pour l'épisode précédent, j'ai fait la connaissance de Laurent aux Rencontres de la Performance à Paris cette année et j'ai assisté à une de ses confs. J'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis dit, tiens, ça vaudrait le coup de développer un petit peu et de parler de différents sujets avec lui. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais, toujours avec plaisir. Surtout que la conf était vraiment cool avec Sean. Ouais, la conf était vraiment cool. Laurent, ma première question c'est donc, tu es préparateur mental. Ouais. Comment on est arrivé à aujourd'hui faire ce métier? Waouh. Ouais. Ça peut prendre un peu de temps, mais on va le faire rapidement. Ok, Disons que de façon générale, moi j'ai toujours pratiqué des sports d'endurance. ok, Quand je dis toujours, c'est vraiment depuis longtemps, c'est genre depuis 12-13 ans. Pas forcément en compétition, mais assez rapidement. Et parallèlement à ça, mon premier métier c'était grimpeur élagueur. Donc j'étais quand même confronté à un certain risque, un certain stress. ouais. Et dans les deux situations, bah, je m'apercevais que il y avait vraiment une façon d'être, de se sentir dans la journée qui dépendait pas uniquement de mes capacités physiques de ce jour-là, quoi. Ok, comment tu te rends compte de ça? C'est à travers ben voilà, ton métier de grimpeur et lagueur. Comment tu prends conscience de ça? Bah déjà dans le monde j'ai commencé par faire du cyclisme, j'avais 17-18 ans, Mhm. et clairement je sortais pas du tout les mêmes performances à l'entraînement que ce que j'étais capable de faire en course. Ça c'était sûr et certain, quoi. Ok, Et qu'est-ce qui changeait entre les deux, au-delà du fait que oui j'avais fait un affûtage, etc., etc. Bah, il changeait qu'en course, j'étais un peu tout seul sur la route, tranquille dans ma montagne, peut-être pas d'enjeu, peut-être pas de raison aussi d'aller chercher certaines limites physiques, mhm. etc., etc. Alors qu'on compète, oui. Ouais, en compète, oui, parce que moi je suis. Alors, j'ai jamais été un sportif de haut niveau, mais j'ai toujours été un vrai grand fan de la compétition. Ok. Dans la compétition, pour moi, c'est rester dans le jeu, c'est-à-dire vraiment JEU, tu vois. Comme on pouvait le faire dans la cour de récréation avec les potes. Le Mhm. premier à l'arbre, il a gagné, ou celui qui saute le plus loin, il a gagné, tu vois. Mhm. Et c'est resté cette mentalité-là, et j'ai toujours trouvé que c'était vraiment une occasion, la compétition, justement, d'aller chercher des choses bah, que je pouvais pas forcément trouver à l'entraînement, parce que, un peu comme si je reprends cette phrase qu'on a peut-être pu entendre dans des films, aujourd'hui c'est pour de vrai, quoi. Ok. Et en plus, dans le monde, dans le vélo, il y a aussi cet esprit d'équipe où tu peux très bien rouler pour un mec qui est meilleur que toi comme un leader, où tu peux très bien avoir d'un coup un rouleur qui va rouler pour toi, parce que moi j'étais plutôt à droite dans les montées, on va dire. Mhm. Et quand tu donnes de ta personne pour quelqu'un d'autre, ou quand quelqu'un d'autre donne de ta personne pour toi, Mhm. ça change réellement la façon dont tu entrevois le moment et la course en elle-même, Ok, finalement. d'accord. Voilà. Donc, Pour autant, à l'époque, il n'y avait pas de réseau social, hein, donc tu pouvais pas dire j'ai fait telle place à la course, tu vois, ou j'ai fait tel chrono, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de tout ça. mhm. Mais moi, j'étais très curieux de voir, et alors ça a été carrément un laboratoire après quand on a eu les capteurs de puissance, mais vraiment de voir les différences qu'il pouvait y avoir selon l'état d'esprit, selon ce que je mettais comme motivation à faire la course, Ok, entre le moment où j'étais en compétition et le moment où j'étais à l'entraînement, qui n'était pas du tout la même chose. d'accord. Et à un moment donné, tu fais ce constat, donc tu te Ouais. dis, voilà, il y a une différence, d'où est-ce qu'elle vient, et du coup, tu creuses le sujet? Alors au début, je creuse pas vraiment le sujet. Pour moi, le sujet, c'est la psychologie. Donc oui, je creuse. Bah, je vais voir de temps en temps des thérapeutes, ça arrive. J'essaye de me renseigner, de lire des bouquins, mais je suis quand même dans un milieu et aussi dans une époque où on est dans le no pain no gain, quoi. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, dans le monde du cyclisme, faut borner, pour Mhm. reprendre une expression qu'on portait d'ailleurs assez fièrement à l'époque, hein, tu vois, on bornait, quoi. Mhm. Et puis, puis il fallait laisser le cerveau au vestiaire, hein, tu vois, pour reprendre une expression des sports, des sports d'équipe. Et puis voilà, sur les courses de vélo, il fallait simplement tourner la poignée dans le moment clé, quoi. Ça se résumait un peu à ça. Ok. Parallèlement, je me passionne aussi pour quelque chose d'autre, c'est-à-dire les lagages.
Mhm. et je deviens grimpeur élagueur. Et là, c'est pareil, la façon dont je prends mon arbre, la façon dont je l'envisage, si j'y réfléchis longtemps à l'avance, ou bien si je fais les choses plutôt au ressenti, le niveau de peur que je peux avoir quand je grimpe, le niveau de stress de blesser les gens qui sont en dessous de moi, ou de me blesser, il change vraiment en fonction des jours, en fonction de ma fatigue, mais c'est pas forcément une fatigue qui est physique. Ok. Donc tout ça, c'est des questions un peu qui s'entremêlent. J'ai pas du tout la réponse à cette époque-là. Mais alors vraiment pas. Et là, on est par rapport à maintenant, on est il y a combien de temps en arrière? Là, on est 2005 dans ces eaux-là. Ok. Et je prends vraiment ce jour de 2005, enfin cette année de 2005 parce que en 2005, j'ai un accident en élagage. Ok. Et cool, hein, je veux dire, il se passe pas grand-chose. Si ce n'est que bon, je prends une petite convalescence de, allez, on va dire 4 à 5 semaines, la main immobilisée. Ensuite, je fais de la rééducation et au bout de 8 10 semaines, je suis complètement opérationnel et j'ai absolument aucun séquel de cet accident. Mhm. Et je recommence à grimper aux arbres. Sauf que j'ai peur, Ok. mais vraiment, vraiment peur. Je rêve la nuit du jour de l'accident, je me fige littéralement lorsque je dois refaire les mêmes gestes, le même mouvement, la même technique que j'avais utilisée le jour de l'accident. Ouais. Et les traces, elles sont lourdes, quoi, hein, parce que je me pose même la question de savoir si je vais pas arrêter ce boulot, quoi. Est-ce que est-ce que la situation, le contexte dans lequel tu as eu ton accident, c'était une situation et un contexte dangereux dans lequel tu t'étais jamais retrouvé confronté, ou tu as déjà eu vraiment des situations où tu t'es dit, waouh, là c'était chaud, mais tout s'est bien passé? Non, c'était un contexte qui était totalement habituel. Ta question, Ok. elle tombe sous le sens, c'est-à-dire que je faisais quelque chose que je savais parfaitement faire, Ouais. peut-être trop d'ailleurs, parfaitement faire, peut-être que ce jour-là j'ai pris moins de précautions que d'habitude. Après, il y a aussi quelque chose qui rentre en jeu et qui m'a fait aussi voir le sport de haut niveau d'une autre façon, puisque moi jusque-là, je m'étais jamais posé ces questions en sens, c'est que l'élagage c'était mon job. J'étais un Mhm. pro, et comme tout professionnel, il y a aussi un facteur temps qui rentre en jeu. Moi je dis toujours, on est tous capables de faire un marathon, si on nous donne un mois pour le faire, on peut le faire. Oui. On est tous capables de tailler un arbre, si on nous donne un mois, un an, 10 ans pour le faire, on va tous y arriver. Sauf que quand tu es un professionnel de ton métier, bah, il y a un certain rendement à assurer. Bien sûr. Et en fait, j'ai fait ce que je déconseille à tous les gens que j'avais formés à l'époque en élagage, c'est que j'ai regardé la montre et j'ai dit voilà, là il est 11h30, il faut que l'arbre soit fini à midi. Mhm. Donc j'ai probablement dû à ce moment-là faire sauter quelques petites précautions d'usage et de prudence, tu vois. Et malgré le fait que c'est un geste que j'avais fait des dizaines de fois, bah, ce jour-là j'ai mal fait, Mhm. tout simplement. Ok. Donc je ressors de cet accident. Physiquement, tout est opérationnel. Mentalement, j'en suis au stade de dire bah, je vais arrêter parce que ce boulot-là, qui était devenu vraiment une passion hein, pendant un moment, là, depuis 2003, je faisais quasiment plus de sport et je ne faisais que l'élagage. Ok. Mais tu Donc étais à ton compte? ouais, j'étais à mon compte, je grimpais quasiment 7 jours sur 7 puisque je grimpais même le dimanche pour m'amuser. Ok. Je suis devenu juge sur des épreuves d'élagage, je suis devenu compétiteur sur des épreuves d'élagage. Ah ouais, c'était. Ouais, j'étais vraiment mordu par ça et d'un coup, c'était un peu tout mon monde qui s'effondrait quoi. Parce que quand tu es dans une passion, bon, ben, ça prend ton activité, ça prend aussi tes liens sociaux, puisque mon milieu social, ça tournait autour de l'élagage à l'époque. Et ça prend aussi tout ce qui va être évolution, apprentissage. Donc les trois besoins psychologiques, ils tournaient autour de ça pour moi à cette époque-là. Donc les trois besoins psychologiques, juste pour aller dans le détail, c'est, tu as dit l'évolution. Ouais, besoins psychologiques, on va retrouver ça un peu partout, mais ça vient surtout des théories de l'autodétermination. Mhm. Tu as besoin social, lien social, besoin d'indépendance et besoin d'apprentissage. Ok. Voilà. Social, apprentissage. Ok. Ouais. Quand une discipline, elle remplit c'est une discipline, on peut dire une discipline, une activité, peu importe, un hobby, elle remplit ces trois activités, déjà, c'est déjà trois piliers qui sont assez importants. Ok. Et donc moi, tout ce monde-là s'écroule, et je vais dire mon amoureuse de l'époque, mais c'est toujours ma petite femme aujourd'hui, elle était en psycho à l'époque, et elle me dit, on va peut-être quand même aller voir un thérapeute, parce que peut-être ça pourrait te faire du bien, quoi. Peut-être, ouais. Voilà, donc là je tombe chez une personne qui pratique l'hypnose ericksonienne, et la personne me fait sauter ça en 3 séances, quoi. Ok.
Et là, je me dis, ouais, il y a quand même un morceau qu'on a raté dans toutes ces années où j'ai pratiqué le sport avec cette mentalité no pain, no gain, tu laisses ton cerveau au vestiaire, etc., etc. Il y a quand même quelque chose à côté duquel on est vraiment passé, quoi. Et c'est de là où je suis rentré dans cette envie de savoir ce qu'est le mental. À l'époque, je parlais même pas de préparation mentale. Mais c'est d'essayer de comprendre, d'essayer de savoir exactement comment on pouvait influencer là-dessus, comment on pouvait l'entraîner, comment on pouvait faire en sorte que ça se passe bien en fait. Mhm. Moi j'avais à l'époque une vision assez dualiste, hein, que l'esprit d'un côté, le corps de l'autre. J'avais aussi une vision des émotions qui sont inutiles. Pour moi la peur à l'époque c'était inutile. C'était même encombrant, tu vois, Ouais. etc. etc. Mm. Juste pour faire un exemple avec ça, tu pensais que la peur c'était inutile. Quand tu dis je pensais que ça, tu es revenu de cet état de fait. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que la peur c'est utile et en quoi c'est utile? En quoi c'est un facteur, ça peut devenir un facteur limitant et en quoi ça peut être quelque chose de bénéfique? Alors je vais te répondre très souvent cette phrase-là quand on va parler de choses du mental, mais on pourrait le dire tout le temps, le problème c'est la dose, le poison c'est la dose. Ok. Il y a deux choses avec une émotion, enfin il y a quatre choses qu'on peut faire, qu'on fait, qu'il faut faire avec une émotion, mais parmi ces quatre choses, sans aller vraiment, les choses qui sont à retenir, c'est d'une part comprendre que c'est pas là contre nous, Mhm. et ensuite d'autre part comprendre que c'est même là pour notre survie. Ok. Et quand je dis ça, ça veut dire que c'est pas le problème d'avoir peur ou de ne pas avoir peur, c'est le niveau d'intensité de la peur. Je me retrouve dans une situation où il y a un risque. Si on reprend l'exemple du vide, que ce soit en élagage, en escalade, en alpinisme, en ce qu'on veut, on est soumis au vide. Mhm. Si on tombe, effectivement, on peut se faire mal, voire très mal. Ça Oui. peut être le cas aussi pour un pilote de voiture, ça peut être le cas pour un pilote de vélo, peu importe, tous les métiers qui vont être à risque. Pour un Mhm. apnéiste aussi, par exemple. Le risque, il est bien présent, il est bien réel. Cependant, quel est le niveau d'intensité de la peur à ce moment-là? Moi, si tu veux, avant d'avoir ce genre de prise de conscience, avant de l'avoir travaillé, pour moi, la peur, c'était inutile. Mhm. C'était un petit peu comme si j'avais un personnage là, posé sur l'épaule, qui me disait attention, 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 c'est haut, c'est haut, attention, c'est haut, attention, c'est haut, et que moi, je lui disais maintenant, tu la fermes. Mhm. Je ne veux pas t'entendre. Et au plus tu dis à une émotion de se taire, et au plus elle va intensifier son message, parce que elle est vraiment là pour te faire prendre conscience qu'il y a un vrai problème. Mhm. Et si je l'imagine, si je donne vraiment un peu ce que j'explique aux enfants, c'est-à-dire que si je lui dis, bon écoute, ok, j'entends ton message, effectivement là, on roule à 120 km/h, il y a des virages, c'est dangereux, pas de souci, j'en prends note, j'agis en fonction d'eux, mais c'est bon, j'ai entendu, c'est pas la Mhm. peine d'hurler plus fort. Souvent déjà ça va mieux. Ok. Ça répond à ta question? Oui, ça répond à ma Ouais. question. Donc, J'essaye de le dire assez simplement. ouais, ouais. Donc, ça peut être un facteur limitant quand ça fait trop de bruit. Ouais, exactement. Et puis, ça peut être un élément intéressant quand ça te maintient en éveil qu'une situation est potentiellement risquée et donc que tu dois prendre ce risque en considération. Complètement. Toutes les émotions sont intéressantes. Il n'y a aucune émotion qui sert à rien. L'intégralité de notre organisme, quand je dis organisme, j'englobe mental et physique, Mhm. il est là pour survivre. La peur, elle est là pour nous faire survivre. Si je Mhm. suis en forêt et que je croise un lion, la peur, elle va déclencher chez moi un état physiologique qu'on va appeler le stress. Et ce stress, il va augmenter ma fréquence cardiaque, il va créer de la tension musculaire, il va augmenter ma tension artérielle pour pouvoir fuir le prédateur. Mhm. La peur, elle est tout à fait là. Ce qui pose problème, c'est quand elle est hors de contexte. Donc ça, c'est ce qu'on a. Dans le cadre de la peur, on va appeler ça de l'anxiété. C'est-à-dire, Mhm. par exemple, j'ai peur de ce que je vais faire demain, ou ce que j'imagine que je vais faire demain. Donc là, en fin de compte, tout de suite, là, je suis assis dans mon bureau, je suis absolument pas en danger. Donc Mhm. j'ai aucune raison d'avoir un moment de peur maintenant. J'ai peur parce que je me projette. Donc là, la peur actuelle, elle serait hors de contexte. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'elle est un problème lorsqu'elle est trop intense. Ok. Et c'est souvent ça qu'on a parce que
L'intensité d'une émotion, elle résulte souvent du fait qu'elle est complètement ignorée. Et quand au plus elle est ignorée, au plus elle va s'intensifier. Mhm. Si Ok. tu dis à quelqu'un, c'est ok, c'est normal que tu aies peur. Il y a tel danger, tel danger, tel danger, c'est normal que tu aies peur. Et c'est pas trop ce qu'on a fait dans la culture jusque présent. Les émotions, elles sont pas forcément vues comme ça. Ouais, puis c'est pas ce qu'on, enfin, j'ai pas l'impression que c'est ce qu'on fait actuellement. Tu vois, tu mets en parallèle les époques, mais j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, on soit beaucoup plus sur l'écoute de nos émotions, tu vois, plus ou moins Ouais, qu'avant, de manière générale. Mais on va y revenir. Juste sur le parcours, parce qu'on a un tout petit peu dévié. Donc, tu fais ces séances avec l'hypnothérapeute. ouais, Euh, la personne fait sauter ce qui te limite en 3 séances. Et du coup, ouais. c'est à partir de là que tu dis, ah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire pour moi. Ben, moi j'y reste, hein, chez le thérapeute. Parce que du coup, si je me dis elle fait sauter ça en 3 séances, je veux aller plus loin, quoi. Mhm. Donc j'y reste, je découvre d'autres outils que l'hypnose, mais je me sens toujours pas prêt à ni à être moi-même préparateur mental, ni d'abord en fin de compte à cette époque-là, vers 2005-2010, la préparation mentale, moi pour le sportif, je n'en ai jamais entendu parler. Et Et ça, j'ose même pas dire que je suis moi-même chez un thérapeute pour mes peurs en élagage, pour à l'époque j'avais aussi travaillé sur par exemple la peur de la descente en vélo, etc., etc. Tu vois. Ça reste quelque chose d'assez tabou pour moi. ok. Voilà. Et ensuite, les années se passent. Je continue toujours dans ce milieu de l'élagage. Je deviens chef d'entreprise, etc., etc. Et même dans le monde de l'entrepreneuriat, je me rends compte que la façon dont je prends des décisions, la façon dont je décide de mes investissements, les personnes que je vais engager, etc., etc., la façon dont je manage aussi mon équipe. À l'époque, je fais une formation justement sur le management en petite entreprise. Et je fais dans cette formation tout un chapitre sur justement les théories d'autodétermination dont on parlait tout à l'heure pour les besoins primaires psychologiques. Mhm. Mais c'est aussi dans ces théories-là que tu vas retrouver les différentes formes de motivation. Motivation extrinsèque, motivation intrinsèque, les introjectés, etc. etc. Et tout ça, ça m'interpelle. Et donc petit à petit, comme ça, brique par brique, document par document, lecture par lecture, je plonge un petit peu plus vers la préparation mentale sans jamais y mettre ce mot-là, quoi, tu vois. Donc par exemple, cette formation, elle m'a largement fait comprendre, en tout cas fait comprendre. J'estime qu'on n'a jamais complètement compris la préparation mentale ni la psychologie, mais en tout cas, elle me permet d'avoir un pied à l'étrier sur qu'est-ce qu'un milieu qui permet une bonne motivation, comment on choisit un projet, comment un projet fait sens pour nous, etc., etc. Ok. Mais je suis toujours pas préparateur mental, moi. Je suis toujours dans le monde des espaces verts, en faisant du sport en parallèle, puisque je suis passé du cyclisme au triathlon, tu vois. Mhm. Et mon monde, c'est ça, c'est l'entrepreneuriat, sport d'endurance. Ensuite, on avance petit à petit, et puis un jour, je tombe sur un podcast. Parce que je commence à entendre le mot préparation mentale, mais pour moi, ça reste encore un petit peu obscur, c'est-à-dire que j'imagine ça un petit peu comme un psychologue, tu vois, dans un cabinet. Mais concrètement, il n'y a rien qui me dit, voilà, là, tu es dans telle situation de stress parce que ça va être le départ de ton Ironman, tu es sur un mass start, vous êtes 2500 à rentrer dans l'eau, il fait nuit, quel outil j'ai là pour gérer ce moment-là? Pour l'instant, je ne sais pas, tu vois, Ok. vraiment. Et là, je tombe sur un podcast de mon bien-aimé Jonathan Bellevaux. C'est lui qui est interviewé sur le podcast. Et c'est la première fois que j'entends parler concrètement d'outils de préparation mentale qui vont un petit peu dans les deux sens. La partie travail en profondeur, qui là prend du temps, qui effectivement peut se faire par des séances. Mhm. Et ensuite la partie outils fonctionnels dans l'immédiateté. C'est-à-dire, là, à un instant T, j'ai une émotion qui est vraiment trop présente. J'ai un outil, en 3 minutes, je fais descendre le niveau de l'émotion. Ok. Et c'est la première fois que j'entends ça. Et là, c'est la révélation. Et là, c'est la révélation. Parce que moi, pour moi, jusqu'à présent, la préparation mentale, c'était vraiment trop obscur. Et je ne me voyais pas, en tant que personne qui aime bouger, qui aime être dehors, eh bien, m'asseoir dans un cabinet
pour me préparer au stress d'une course. J'avais déjà fait ça chez un thérapeute pour travailler sur des petits traumas, sur des situations délicates, comme je t'expliquais tout à l'heure. Mhm. Mais en fin de compte, sans le thérapeute, moi j'étais perdu. Enfin, j'étais perdu. Il n'y avait pas de préparation mentale autonome à cette époque-là. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je sortais de chez mon thérapeute avec des outils en autonomie pour dire bah là, je vais faire 5 minutes de méditation, là, je vais faire 3 minutes de vision périphérique pour gérer mes pensées, etc. etc. Ça, je ne savais pas faire. Et donc, quand j'entends ce podcast avec Jonathan, bah, j'entends la première personne qui me parle de préparation mentale dans ce genre de termes, qui ressemble finalement, bon, c'est un vaste débat qu'on a déjà eu avec Joe, hein, mais à un entraînement mental. C'est-à-dire que d'ailleurs, moi aujourd'hui, j'utilise la plateforme Nolio en préparation mentale, Ok. en mettant des séances lundi, 5 minutes de méditation, mardi, etc., etc. Ça fait sens de se dire que pour renforcer notre esprit, et quand je dis renforcer, je parle pas forcément de le rendre fort, mais de le faire travailler différemment, ça fait sens de s'entraîner régulièrement, au final. Ouais, mais c'est pas encore tout à fait dans les mœurs, tu vois. Ouais. Et en fait, Jonathan, lui, ce qu'il a aussi introduit, mais ça c'est après quand j'ai été formé avec lui, ça va être le principe de préparation mentale intégrée. En fin de compte, maintenant, moi, j'intègre directement des exercices de préparation mentale aux séances d'entraînement de l'athlète. Ok. En Donc, collaboration, du coup, avec le coach de l'athlète. ouais, le coach, il le sait. Mhm. Et une sortie, par exemple, où l'athlète doit faire 1 heure en EF, bah, pendant cette heure en EF, je vais lui proposer, pendant qu'il est en train de courir ou nager ou faire du vélo, de travailler tel outil de préparation mentale. Ok. Parce qu'au plus il l'aura travaillé, au plus ce sera un automatisme. Et au plus ce sera un automatisme, au plus ce sera facile de l'utiliser pendant la compétition. Donc, tu découvres tu découvres Jonathan à travers le podcast que tu écoutes. Du coup, après, tu te formes avec, c'est ce que Ouais, tu as l'air de dire. exactement. Et à un moment donné, je sais pas, tu fermes ton entreprise d'élagage et tu pars dans la prépa mentale? Ouais. Ok. Et raconte, parce que c'est quand même. Ton entreprise fonctionnait bien? Il y a eu des tensions parce que c'était une entreprise familiale. Ok, d'accord. Mais à un moment donné, tu te dis quand même, bon, bah voilà, je vais fermer et je vais faire de la prépa mentale. Alors, aujourd'hui, je suis pas à 100% dans la préparation mentale parce que le lagage, c'était une telle passion Ouais. que j'ai encore une activité très réduite, certes, Mhm. mais disons 4 à 5 fois par mois, ça m'arrive encore de grimper aux arbres. Cool. Je suis plus du tout dans la démarche d'avant. Dans la démarche d'avant, j'étais dans une démarche de recherche. Quand je dis de recherche, je sais pas dans un terme scientifique, mais presque. En fin de compte, le lagage, c'est un métier qui est assez jeune et les techniques, elles évoluent. C'était ce côté qui était hyper, d'ailleurs que je retrouve en préparation mentale, hein. Ce côté où tu as un métier hyper jeune, ce côté où ben voilà, on a telle technique pour travailler, mais chaque semaine, chaque mois, il y a un élagueur qui a une nouvelle technique. On se rencontrait 3 à 4 fois par an sur des rencontres d'arboristes et on Mhm. échangeait comme ça nos techniques et c'était absolument passionnant. Ok. Donc aujourd'hui, je suis un petit. Ouais, J'ai une question qui peut paraître bête, mais c'est quoi la différence entre un grimpeur élagueur et un bûcheron? un bûcheron, il reste au sol. Ok, Un grimpeur élagueur, il grimpe dans l'arbre. ok. Mais du coup, Un bûcheron, il va travailler dans l'arbre, il va travailler en forêt bien souvent. Mhm. Et lui, son job, c'est de sortir du bois, des troncs d'arbres de la forêt, pour que ce bois soit exploitable. Ok, Un grimpeur élagueur, c'est quelqu'un qui travaille sur de l'arbre urbain, ok, c'est-à-dire de l'arbre qui est en ville ou dans des jardins. Et il va être là pour, si je dis vraiment la base de ce qu'on apprend en école de lagage, il est là pour adapter l'arbre à l'urbain. ok. D'accord. Voilà. Comme ça, au moins, c'est clair. Enfin, Ouais. je fais moins con ce soir. Mais Euh, oui, je grimpe encore un peu de temps en temps parce que c'est resté pour moi des moments que j'adore. C'est des moments qui sont assez sympas et c'est c'est- c'est rare, mais ça me plaît encore bien de le faire, ouais, clairement. ok, d'accord. Ouais, Mais ça reste que le plus gros de ton activité, c'est la prépa mentale, du coup. ouais, Ok. exactement. Et comment se fait cette transition entre bah voilà, l'indépendance, enfin l'entrepreneuriat dans le monde de l'élagage et le transfert vers la prépa mentale? Alors, qu'est-ce que tu veux dire dans le comment? Est-ce que c'est par rapport à moi, le sens que je mets dans ce que je fais?
Est-ce que c'est la Alors, partie marketing, alors, commercial, est-ce que opératif? déjà pour toi en tant que, enfin, toi en tant que personne, est-ce que la transition, c'est quelque chose qui se fait naturellement? Il y a de la résistance? Comment, émotionnellement, comment tu vis ça? Pour moi, ça se fait très bien parce que si tu veux, en élagage, alors ça va peut-être faire prétentieux de dire ça, mais j'avais fait le tour. Ok. Quand je dis que j'ai fait le tour, c'est pas c'est bon. Alors moi, je suis rentré dans l'élagage clairement comme un sportif, c'est-à-dire je voulais être le meilleur élagueur du monde. Mhm. Et ça, je sais pas si je l'ai atteint parce qu'en fin de compte, c'est très subjectif. Tout à fait. Et je suis arrivé aussi assez rapidement dans ma carrière à me dire, je me fiche de savoir si c'est atteint ou pas. Mhm. Ce que je voulais faire en élagage, ben, je l'ai fait. J'ai rencontré des gens fantastiques, je me suis amusé avec un banc de résistance aux matériaux à tirer sur des cordes pour voir si elles lâchaient. Voilà, c'est vraiment une période de ma vie que j'ai adorée. T'as poncé le truc, quoi. Ouais, j'ai poncé vraiment le truc. Ce qui a fini par muser un peu, et d'ailleurs c'est une usure qu'on retrouve un petit peu chez les sportifs de haut niveau, c'est qu'à un moment donné, je grimpais pas parce que je voulais, je grimpais parce que je devais. Mhm. Et ça change une passion, ça, hein. Quand tu l'as fait parce que tu veux, par rapport à quand tu l'as fait parce que tu dois, c'est plus tout à fait la même chose. Ouais. Et donc du coup, là maintenant, j'ai envie de dire que là, je grimpe quand je veux. Mhm. Voilà, je suis pas là obligé à le faire. Et après, parallèlement à tout ça, la préparation mentale, c'est devenu quasiment, enfin, c'est pas devenu quasiment une évidence, c'est devenu une évidence parce que bah, en étant tout le temps dans ce milieu grimpeur, entrepreneur, sportif, moi j'ai toujours eu cette frustration de me dire, putain, mais je rencontre des mecs et des femmes, hein, je rencontre des personnes qui sont vraiment préparées très costauds pour leurs échéances, pour gérer leur boîte. Les mecs, ils se tôt, ils prennent la douche froide, ils font enfin tout ce qu'on peut imaginer comme assez incroyable en développement personnel. Et pour autant, bah, ils ont une compétition, ils sont liquéfiés par le stress. D'ailleurs, ils savent même pas forcément quoi mettre derrière le mot stress, Mhm. parce qu'il n'est pas souvent bien défini. Ils ont des capacités qui sont monstrueuses, mais pourtant, ils commettent encore des erreurs en prise de décision, ils commettent encore des erreurs en pacing de course, etc. etc. Et c'est comme ça que moi j'en suis venu à me dire, et finalement, je pourrais tout à fait aider ces gens-là, quoi. Donc la transition, elle s'est faite franchement assez facilement. Mhm. Ce qui aurait pu me manquer, c'est ce côté où je passais quand même le plus clair de mon temps à faire de l'activité physique avant. Et là maintenant, je le fais un petit peu moins, mais je garde quand même une part. Alors déjà, je garde quand même un peu d'élagage, mais je garde une part au niveau sportif qui est assez importante, puisque moi j'arrive encore à faire entre 12 et 16 heures de sport par semaine. T'as construit, t'as construit ton activité professionnelle pour te permettre de pouvoir allouer ce temps à ta pratique sportive? Non. Ok. Le souci, c'est que c'était l'inverse en fin de compte, si tu veux. C'est-à-dire que j'avais déjà ma pratique sportive avant, Mhm. mais ce qui a aussi facilité le transfert, c'est que ça faisait vraiment trop d'activité physique. Quand je faisais par exemple 40 heures de lagage par semaine, enfin quand je dis Test 40, d'heures hein, d'entraînement, quoi. voilà. Si tu fais, allez, on va dire 6 à 7 heures de harnais par jour pendant 5 jours, et qu'après tu rajoutes à ça 10, 12 ou 15 heures de triathlon ou de trail, ce que je fais en ce moment, bah, ça faisait quand même des très très trop grosses semaines. Tu m'étonnes. Donc voilà, là c'est un peu ce côté, comment dire, un peu plus équilibré entre le travail que je peux faire, ouais, je veux dire cérébral, hein, puisque je passe une partie de ma journée assise pour faire des séances, et puis aussi ce qui a créé la transition ultra facile, c'est toute la découverte de ce monde-là. C'est-à-dire quand je suis sorti de la formation avec Jonathan, qui était une formation qui était quand même extrêmement solide, hein, on avait quasiment 400 heures de formation, plus les stages, les mémoires et tout ça. Moi, j'ai eu l'impression déjà d'une que ça allait me prendre 5 ans pour maîtriser l'ensemble des outils que j'avais pu apprendre. Et qu'ensuite, il y avait aussi un champ des possibles qui était énorme derrière. La préparation mentale aujourd'hui, et peut-être encore plus en France, peut-être que dans d'autres pays c'est un petit peu plus développé, mais il reste, je ne vais pas dire tout à faire, mais il y a tellement de choses qui évoluent, il y a tellement de pratiques qu'on peut mettre en place, il y a tellement d'outils, que ce soit la méditation, la sophrologie, que ce soit l'hypnose, que ce soit l'analyse transactionnelle, tout ce qui nous vient de la psychologie, mais enfin, même en philosophie, on va piocher des choses. Mhm. C'est extrêmement vaste, extrêmement vaste.
C'était la question que je voulais aussi te poser, c'est qu'au final, les outils et les méthodologies utilisées en préparation mentale, elles viennent d'où? Psychologie, Ouais, et après tous les courants qui sont autour. ok. Mais tu vas avoir du travail sur la sémantique, avec, moi j'utilise pas mal des principes de philosophie aussi. Tu vas avoir du travail avec de l'hypnose, tu vas avoir du travail avec de la sophrologie, qui est au final une certaine forme d'hypnose. Tu vas avoir travail avec de la méditation, qui finalement vient pas vraiment de la psychologie, mais ça a quand même un travail sur le mental. Tu peux avoir du travail sur le yoga. Moi, j'ai des athlètes qui aiment faire du yoga pour travailler leur mental. Il y a énormément de choses. Tu vas avoir des travaux, tout ce qui va être travaux sur les neurosciences, sur le système nerveux, avec l'imagerie motrice, par exemple. Mhm. Moi, j'adore aussi, bah, comme on a pu le faire aux rencontres de la perf, discuter avec des entraîneurs, parce que les athlètes que tu prépares, aujourd'hui, c'est complètement séparé. On a d'un côté un athlète qui va préparer son corps avec l'entraîneur, et un athlète qui va préparer sa tête avec son prep mental, mais s'il n'y a pas de connexion entre les deux, ça marche pas. Et moi, je dis toujours maintenant organisme, je dis plus mental ou corps, si tu veux. Mhm. Parce que les deux sont complètement étroitement liés. Totalement, totalement, ouais. Si on reprend par exemple le RPE, c'est-à-dire la façon dont on va définir la difficulté d'une séance de 1 à 10 au ressenti, par quoi il est réellement influencé ce ressenti? Est-ce que c'est par la difficulté de la séance? Est-ce que c'est par l'état de l'athlète? Et si c'est par l'état de l'athlète, bah, quel est le type de fatigue ou quel est le type de forme qui lui permet d'avoir ce ressenti-là? C'est d'ailleurs une des choses qu'on avait posées avec Jonathan, c'est que moi j'aimerais un jour, c'est des choses sur lesquelles on travaille, être capable, comme on parle de pic de forme d'un athlète, être capable de parler de pic de forme mentale d'un athlète. Mhm. C'est-à-dire à quel moment, et d'ailleurs est-ce que c'est pas ça le pic de forme lorsqu'on le dit en entraînement, est-ce que c'est pas le moment où justement l'athlète est complètement reposé et complètement en confiance aussi, tu vois? Qu'est-ce que c'est que réellement un pic de forme? Donc c'est pour ça que c'est très vaste. Ok. Le C'est... travail que tu vas faire sur la préparation physique, il, par exemple, il va créer de la confiance. Je te dis, je prends souvent cet exemple parce que pour moi, il y a des séances d'entraînement qui sont clairement basées sur le mental de l'athlète. Elles viennent influencer tellement lourdement le mental de l'athlète. Imaginons que tu as un athlète qui prépare un 10 000, tu vas lui faire une séance 8 fois 1000 à la piste, en lui disant bah, cette séance, tu vas essayer de la courir à la même allure que ton 10 000. Clairement, cette séance-là, selon la façon dont elle se passe, elle va venir appuyer très lourdement sur la confiance de l'athlète. Si jamais il la passe à l'allure de son 10 000, avec toutes les séries de 1000 qui se passent bien, et quand il ressort de là, il est encore frais, sa confiance, elle va être extrêmement élevée. Mhm. Par contre, si au 6e 1000, ça commence à être difficile, et à partir de ce moment-là, eh ben, il sent qu'il a du mal à tenir les allures, sa confiance, elle va prendre un vrai coup dans l'aile. Donc, si tu veux, c'est vraiment vaste parce que si tu mets dans la préparation mentale tout ce qui vient influer sur le mental, ça peut aller très très loin. Mais si tu mets dans l'entraînement physique tout ce qui peut être influencé par le mental, ça va aussi très très loin. Au final, Ah c'est ben oui. c'est deux vases. Non, mais c'est deux vases communicants. Et c'est vrai Et que. je peux me permettre de t'en rajouter un troisième. Ah, vas-y. Quand on sait que le microbiote intestinal agit directement sur le comportement et sur le mental, Ouais. tu peux en rajouter encore. Donc Ouais. c'est pour ça que c'est extrêmement, extrêmement vaste. Et c'est aussi ce qui est ultra stimulant, c'est que tu peux comme ça, ben, en fin de compte, balayer des champs de recherche, de questionnement, de tests. L'empirisme, il est Ce qui, sans limite au final. Tu ce vois? qui est, je trouve, hyper intéressant et hyper stimulant, c'est qu'en fait, quand tu prends conscience de ça, tu réalises l'importance du travail en commun, parce qu'au final, tu pourrais difficilement gérer la casquette du préparateur mental à 100% avec toutes les connaissances inhérentes au métier, plus la casquette du préparateur physique, plus la casquette du nutritionniste. Ce serait hyper compliqué. Bah déjà, je pense que tu ne peux pas. Ouais. Ensuite, de deux, moi, c'est pas ma façon de faire. C'est-à-dire que je m'auto-détermine comme étant un spécialiste. Mhm. Je préfère prendre un seul sujet et le creuser à fond,
plutôt que de m'éparpiller. Mhm. Alors, ça m'empêche pas d'avoir des connaissances en physio, Bien tout sûr. simplement parce que si je discute avec un entraîneur, je veux quand même savoir, s'il me dit on va faire un 3RM, je veux savoir ce que c'est. Mhm. S'il me parle de zone 2, je veux savoir ce que c'est. S'il me parle de lactate, je veux savoir ce que c'est. Mhm. Mais tu vois, une question, pour en revenir à ça, on est capable maintenant de faire augmenter des max, des prises de max à un athlète. Donc pendant sa prise de max, on va par exemple lui proposer un petit exercice d'hypnose et on va augmenter son max, on va dire de 5%. Mhm. Mais si je fais ça et que son entraîneur calcule les séances qui vont suivre en fonction de ce max augmenté de 5%, Mhm. potentiellement l'intégralité des séances qui vont suivre, elles seront plus dures. Oui. Donc est-ce que physiologiquement c'est une bonne idée de le faire ou est-ce que j'ai pas un risque d'emmener mon athlète dans le mur en lui faisant faire toutes les séances qui sont suivantes plus dures Mhm. et du coup de le faire finir en surentraînement? Ouais. Oui, effectivement. Donc ce travail-là, il est super quand on le dit sur papier. On dit waouh, mon athlète il a pris 5% sur tous ses max. Très bien, formidable. Mais s'il s'entraîne 5% tout le temps plus haut, on risque de l'emmener dans le mur. Et du coup, comment on va arbitrer sur cette technique-là? D'où l'importance du dialogue et de la collaboration entre les différents entraîneurs. Exactement. Et entre les différents parties, c'est-à-dire entre l'entraîneur, le prep mental et le reste. Ouais. Ok. Et l'athlète, évidemment, dans la... Ah bah l'athlète, lui, j'ai envie de te dire, pour moi, il doit être au cœur du projet. Et l'athlète au cœur du projet. Pour en revenir juste à ta transition, et puis après, j'ai une série de questions qui m'est venue en tête. Est-ce qu'il y a eu des moments compliqués dans dans ce changement de métier? Oui, bon, il y a toujours des moments compliqués dans ton changement de métier. Ouais, effectivement. Est-ce qu'il y a un changement qui était plus compliqué que les autres et comment est-ce que t'es passé par-dessus pour aujourd'hui? Bah, il a fallu faire péter une croyance, c'est que moi j'ai toujours fait des métiers qui étaient physiques jusqu'avant de faire celui-là. Mhm. Et pour moi, si physiquement je me dépense pas, bah, je travaille pas quoi. Ok. Donc si tu veux, en 2003, j'ai fait partie d'une étude où on avait mesuré la pénibilité du travail de l'élageur. Mhm. Et j'avais une moyenne de fréquence cardiaque à 115 sur une journée d'élagage. Alors que tes collègues, ils étaient à combien? Je sais pas. Mais Ok. pour donner une ordre d'idée, pour moi, c'était une journée de travail. Maintenant, quand j'ai commencé à être préparateur mental et que je passais des journées assis, j'avais pas l'impression de travailler. Ok. Et il y avait chez moi une lutte avec cette croyance qui disait que, bah, en fait, pour bosser, il faut se rentrer dedans, quoi. C'est Et le gain, en voilà, fait. je te le dis clairement comme c'était inscrit. Ouais. Et en gros, si tu es tranquille à la maison et que tu peux boire des cafés pendant que tu discutes avec les gens, c'est pas vraiment du travail. Ok. Et ça a été un rythme à prendre assez particulier. Mais t'en as vraiment souffert? Parce que quand t'en parles, on sent que ça Ouais. pèse. Ah ouais, non, non, ça a été dur, ça a été difficile. Ok. Après, ça a été difficile et cette croyance-là, bah, il a fallu vraiment la bosser, quoi. C'est-à-dire de dire, non mais là, en fin de compte, ce que je fais, déjà d'une, ça sert vraiment, ça aide vraiment les gens. Mhm. Ensuite, de deux, c'est vraiment un travail, quoi. Ouais. Même si je suis pas en train, moi, de forcer, physiquement en tout cas. Parce Mhm. que mentalement, oui, tu forces. Il y a quand même cette fatigue cognitive quand tu enchaînes les séances, au bout d'un moment, aller courir, par exemple, ça fait du bien, quoi. Tu vois? Mhm. Aller dehors, écouter les sauterelles et les grillons, franchement, ça va, c'est cool. Même si on a plusieurs techniques bah, en tant que préparateur mental pour limiter le flux de pensée, etc., etc., le repos mental est important aussi. Ok. Après, il y a eu une chose aussi qui était assez difficile, et ça, je me rappelle très bien à quel moment j'ai pu la travailler, puisque on l'a travaillé sous hypnose avec un collègue qui s'appelle Jérémy. C'est que j'ai eu beaucoup de mal à me défaire de mon statut d'élégant. Ok. Si tu veux, moi, j'avais quasiment tous mes clients, c'était des pros. Des entreprises de jardinage qui font appel à un élagueur pour venir faire un arbre pour lequel ils n'ont pas forcément les compétences. Ok. Puisque c'est vraiment une partie qui est spécifique, ce métier. D'ailleurs, à l'époque, moi, je n'étais pas du tout jardinier, hein. Tu m'aurais demandé le nom de la fleur qui est en dessous de l'arbre, je sais pas, quoi. J'ai été formé dans une école qui ne faisait que l'élagage, Ouais. à faire que l'élagage. Et donc, ce statut d'élagueur où, clairement, hein, je rougis pas en le disant, mais j'étais un peu tu vois, les experts à Miami, le mec qui débarque pour faire l'arbre que les autres ne peuvent pas faire. Et puis cet arbre-là, il est dangereux, il fait peur aux clients, il penche sur la maison, en dessous il y a le garage,
etc., etc. Et puis toi, tu arrives, t'es l'expert qui se pointe et qui fait en sorte que l'arbre descende ou soit taillé ou soit abattu sans rien casser. J'adore. En fait, quand tu m'as dit avant Et que maintenant tu grimpais que quelques fois par mois, j'ai vraiment cette image, tu vois, de on ne sait pas comment faire. Il faut la ouais, pluie. Et tu mais c'était débarques ça. vraiment en mode super-héros, quoi. Mais c'était ça à l'époque, sauf que j'étais tous les jours ce super-héros. Ouais. Et si tu veux, non seulement j'étais tous les jours ce super-héros, mais en plus, j'ai même envie de te dire que d'un point de vue géographique, je suis au-dessus de tout le monde. Ok. C'est-à-dire que je suis au-dessus des hommes au sol, puisque Ouais, ouais. je suis plus haut. Tu vois. Ouais. Ok. Donc tu avais un peu ce côté-là, quoi. Et ça n'a pas été facile à lâcher. Parce que t'as vraiment un statut. Enfin, moi, je le prenais comme un statut Mhm. du mec qui arrive et qui maîtrise son sujet et qui explique à tout le monde, qui sort les gens de situations merdiques, en gros. Mhm. Et je crois qu'on a fait une grosse séance d'hypnose là-dessus. Et ensuite, il me semble qu'on a fait 2 rappels derrière pour vraiment faire un deuil de cette situation-là. Et ça peut être intéressant de le savoir hein, quand tu fais une séance de deuil en hypnose. En fin de compte, tu fais une séance qui consiste à dire voilà, cette situation-là, elle est terminée. Mhm. Qu'est-ce que j'en retiens de positif ou de positif ou d'utile, même si c'est pas forcément agréable, parce qu'il y a des choses qui sont utiles mais pas forcément agréables. Et qu'est-ce que je laisse là-bas? Qu'est-ce que je laisse dans le passé? Mhm. Et ensuite, pendant la séance d'hypnose, il y a un moment donné où tu tranches un lien qui te relie à cette situation. Et là, je te décris vraiment la façon dont la séance d'hypnose est construite, hein. Mhm. C'est-à-dire qu'on va revisiter un moment marquant de cette période, on garde ce qui est utile, on laisse ce dont on n'a plus besoin, on peut même laisser un message à son soi de cette ancienne période, et ensuite on va rompre le lien. Ok. Pour dire voilà, ça c'est terminé, maintenant je suis autre chose, je passe à autre chose. Et qu'est-ce que tu C'est as comme pris avec toi de cette ancienne partie de toi? Ce que j'ai pris avec moi, déjà d'une, c'est que quand tu arrives en élagage, et ça c'est assez similaire à la préparation mentale, c'est que tu sais pas forcément sur quoi tu vas tomber. Mhm. Et ce que j'ai gardé avec moi, c'est une espèce de confiance de dire ok, j'ai une situation que je ne connais pas, mais j'ai mes outils, je les maîtrise bien, je suis capable aussi de les combiner, je suis capable de les adapter, je suis capable parfois de les retourner, ou même parfois d'en improviser une certaine version de ces outils, tout en restant dans un cadre et dans une éthique, hein, parce que le cadre et l'éthique, c'est le nerf de la guerre en préparation mentale. Et à partir de ça, je vais m'en sortir. Ok. Et la deuxième chose, c'est j'ai aussi le droit de dire au client, bah, là ce que j'ai fait c'est pas ouf, je vais vous proposer de recommencer. Mhm. Voilà. Ça D'accord. c'est vraiment le côté que j'ai gardé de l'élagage. Et donc, du coup, maintenant, ça fait combien de temps que tu es préparateur mental? Ça fait 4 ans. Ok, incroyable. Ouais. Et t'es épanoui dans ton job. Alors, j'imagine qu'il y a des projets, qu'il y a des envies, qu'il y a ci, qu'il y a ça. Mais aujourd'hui, t'es épanoui dans ton travail, t'es content de ce que tu fais, ça te rend heureux, ça te remplit, c'est bien. Tu te Ouais, sens la à ta place? préparation. Ouais, la préparation mentale. Avec ça, ouais, clairement. Ouais, parce que la seule partie moi que j'aime pas, c'est le côté gestion marketing, tout ça. Bon, ça c'est pas mon truc. Mais après, travailler avec les gens, avoir ce lien qui se crée, Ouais, qui d'ailleurs est à arbitrer, hein, parce que être préparateur mental, c'est pas forcément être ami, oui. même si parfois tu travailles avec des choses qui est à cadrer là-dedans, Mhm. tu vois. Et comment Mais aujourd'hui, là, j'ai rien vu dans le projet qui me pose réellement un problème, Ok. T'as dit que t'aimais pas trop la partie marketing et promotion. quoi. Ouais. Comment tu pallies à ça? En fait, je la fais de la même façon que ce que je faisais quand je faisais les gages, c'est-à-dire pour moi, il n'y a que le bouche à oreille qui marche. D'accord. Alors, je dis pas que c'est pas un conseil en marketing que je viens de donner là. Je dis pas que c'est la seule façon, Et c'est mais en ta tout cas, façon. c'est celle avec laquelle moi je me sens le mieux, Ok, clairement. Voilà. d'accord. De discuter avec des athlètes, de discuter avec des entrepreneurs, de les rencontrer sur des épreuves sportives, etc., etc. C'est vraiment ce qui pour moi marche le mieux. Parce que, parce qu'en fait, ces gens-là, c'est un peu moi, si tu veux. Mhm. Me retrouver avec un athlète qui est à la fois entrepreneur et à la fois triathlète,
C'est ce que j'ai été pendant longtemps. Ouais. Voilà, c'est ok quoi. Mhm. Tu vois? Je vois bien. Ouais, en fait, c'est d'aller à la rencontre de l'humain, ta stratégie marketing. Ouais, et puis c'est des gens qui me ressemblent. Mhm. Alors pour une raison que j'ignore, la seule chose avec laquelle que j'ai pas en commun avec eux, c'est que c'est beaucoup de femmes. Ouais, Mais mon profil semble plus plaire aux femmes qu'aux hommes, puisque je travaille quand même avec énormément de femmes. d'accord. Dans tes collègues préparateurs mentaux, c'est une tendance générale d'avoir plus affaire à un public féminin que masculin ou le... Alors je sais que Jonathan, oui, mais il Ouais, pourrait répondre mieux que moi. Après pour les autres, non, pas forcément. d'accord. Mais j'ai Euh, remarqué que sur les entraîneurs, c'est un peu ça aussi, hein. C'est-à-dire que j'ai remarqué que tu as les entraîneurs, on n'est jamais ni à 50-50, ni à 55-45, ni à 60-40. On a toujours une certaine tendance. Plus homme ou plus femme? Ouais, Je sais pas. Alors moi, j'entraîne, tu vois, j'entraîne des athlètes du quotidien. J'entraîne monsieur et madame tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a eu une phase au début où j'avais 80% de ma clientèle, c'était des femmes et 20% c'était des hommes. Et là, le pourcentage s'est inversé et je saurais pas dire pourquoi ni comment. ouais, non, mais alors la raison, je la connais pas et je t'avoue qu'en fait, je suis assez indifférent par rapport à ça. C'est fou, en fait. C'est Voilà, pas... clairement. euh, Mais c'est simplement une remarque que j'ai faite, quoi. Voilà. Ok. Mm, Euh, mm. Moi, j'ai une question par rapport à la prépa mentale et par rapport au dopage. Alors, Au dopage. mon point, c'est pas du tout de dire que le dopage c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas la conversation dans laquelle j'ai envie d'aller, mais on sait que le dopage a une influence sur la manière dont notre cerveau fonctionne, dont nos émotions fonctionnent, dont notre réflexion se passe. Est-ce que toi, c'est un truc que tu as pu constater parce que tu as déjà travaillé avec des athlètes qui étaient dopés ou pas du tout? J'en sais rien. Ok. J'ai tendance à penser que oui, parce que comment le savoir? Ah, je sais pas. Si l'athlète te le dit pas, tu peux pas le savoir, ça c'est sûr. Moi, j'ai couru pendant des années avec des cyclistes en pensant qu'ils n'étaient pas dopés et j'ai appris plusieurs années après qu'ils l'étaient. Donc, comment tu veux le savoir? Ouais. Mais donc, t'as jamais eu une discussion ouverte, franche, enfin, il n'y a jamais un athlète qui t'a dit, bah voilà, moi, je suis dopé, je prends ça et ça pour augmenter Alors, non, parce que déjà, moi, je leur explique que s'ils sont dopés, je travaille pas avec eux. Ah, ok. Ça Mais règle le du coup, problème. ça les encourage pas forcément à s'ouvrir. Ouais, Et non, tu vois, d'ailleurs, en te le disant, je me demande si c'est pas une erreur. Parce que le fait de dire à un athlète, je travaille pas avec toi si tu te dopes, clairement, ça va clore la conversation avant même qu'elle ait démarré. Et c'est marrant parce qu'en le disant avec toi, tu vois, je réfléchis à ça et je me dis que finalement, si je laissais la porte ouverte, peut-être que la préparation mentale ou que moi, je pourrais leur venir en aide. Alors pas en réglant leurs problèmes de dopage, hein, Mhm, mais peut-être ne serait-ce qu'en leur prêtant une oreille pour ensuite peut-être les axer sur un professionnel qui pourrait davantage les aider que moi. mhm. Mais c'est vrai en t'écoutant, là, je me demande si je fais pas une erreur. Si j'ai pu t'apporter une clé de réflexion, moi, je Non, suis... non, mais alors, tu vois, quand tu as démarré ta conversation, tu m'as dit, est-ce que tu penses que le dopage agit sur le mental? Et moi, j'ai envie de te dire que c'est le mental qui agit sur le dopage. Ok. Déjà, d'une part. C'est-à-dire la première raison, avant même qu'on parle de produits, avant même. Moi, j'ai fait du vélo pendant les années 90, pile poil au moment de l'affaire Festina. Mhm, Donc, tout ça, bon, on avait un peu parfois des soupçons, hein, mais ça nous a éclaboussé au visage. Et puis ensuite, pendant un moment, j'ai vécu dans une certaine désillusion, tu vois, en me disant, mais finalement, mes héros de l'époque, c'est peut-être tous des imposteurs finalement. Et alors aujourd'hui, je vois les choses assez différemment et c'est pas forcément très original, mais j'excuse pas, mais je peux plus facilement comprendre un athlète qui se dope parce que avec la prime du marathon de Paris, il va faire vivre son village pendant un an, ouais, ouais. tu vois. Ah oui, c'est... Alors là, on va me dire, c'est la taille de l'enjeu qui fait, qui crée le dopage. Et je vais envie de te dire que oui et non, parce que aujourd'hui, tu vois, dans le monde de l'ultra, il y a quand même énormément de personnes qui prennent des anti-inflammatoires non stéroïdiens pour pouvoir finir un ultra. Mhm. La prise de risque, elle est pas du tout à zéro hein, lorsque tu utilises ces produits pour faire ça. Et ils n'ont pas du tout cet enjeu-là. Hein, j'ai envie de te dire, que tu finisses un ultra ou pas, que tu sois finisher ou pas, ça change pas ta vie. Quoi. Ça va pas te permettre de faire vivre un village.
Non, mais même, ça ne change pas ta vie. Mm. Ça va peut-être brièvement changer ton regard sur toi-même, mais est-ce que c'est pas ça qu'on cherche finalement? Est-ce que ce qu'on cherche, c'est déjà avant de savoir si on va gagner des titres ou si on va gagner de l'argent, c'est peut-être pas de changer le regard qu'on a de soi-même. Mhm. Ouais. Donc le dopage, c'est un vaste sujet. Moi, j'aimerais beaucoup, parfois peut-être en discuter avec des psychologues du sport qui, eux, sont plutôt axés sur la santé mentale du sportif. Mhm. Mais c'est un vaste sujet. Maintenant, pour répondre à ta question, est-ce que le dopage change le mental? Dans certaines disciplines, on sait que c'est vrai. Par exemple, des disciplines qui sont basées sur la force, où on a des athlètes qui vont utiliser des produits type testostérone ou autres, hormonaux, ça va clairement changer leur comportement, ça c'est sûr et certain. Mhm. Ça peut créer plus d'agressivité, ça peut créer plus de libido, etc., etc. Ça, oui, le dopage a une influence sur le mental. Les drogues ont une influence sur le mental. Par exemple, on sait que la cocaïne a fait partie des drogues qui étaient utilisées en dopage. Eh bien, la cocaïne, ça change clairement ton mental. Donc oui, ça agit dessus, oui, ça c'est sûr, c'est Ouais. certain. Moi, en fait, ma question, c'était dans la prise en charge. Mais vu que tu n'as pas pu l'expérimenter, ce serait un peu difficile de répondre. Mais je me demandais si dans la prise en charge de la préparation mentale d'un athlète, est-ce qu'elle était différente par rapport à un athlète naturel ou à un athlète dopé, au même titre que la prise en charge de la programmation de la prépa physique est différente sur un athlète qui est naturel ou sur un athlète qui est dopé. Alors je sais pas en fait. Ok. Je vais te répondre tout à fait clairement, je sais Oui, pas. Et je ne savais même pas d'ailleurs que tu avais une préparation physique qui est différente entre un athlète naturel et un athlète dopé. alors moi, je suis de toute façon biaisé. Alors, je suis très certainement biaisé et il faut que peut-être que je le reconnaisse aussi et que je l'explique. C'est que moi, je vois ça à travers le prisme du fitness et donc des Ouais. sports de force et donc du body. Mais clairement, tu prends un gars qui a mon âge, qui a 37 ans, qui s'entraîne 5 fois par semaine. S'il est dopé ou s'il l'est pas, la manière dont tu vas programmer ses entraînements, c'est pas du tout la même chose. Est-ce que tu vas changer sa façon de programmer son entraînement par rapport au produit ou par rapport à la façon dont il réagit aux entraînements? Alors moi, je coach pas des gens dopés parce que c'est pas mon public, mais je pense qu'il va y avoir plusieurs paramètres. Il va y avoir le fait qu'il soit dopé lui permet de récupérer beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui l'est pas. Oui, Et mais ça c'est un constat que tu fais après les séances, pas par rapport au produit qu'il prend. non, effectivement. Enfin oui, Donc, les produits qu'il prend peuvent avoir une influence sur sa capacité de récupération. ouais, ok. Et donc voilà. Mais donc oui, il y a une différence sur sa capacité de récupération, sur la manière dont il va réagir à l'entraînement aussi. Oui, oui. Euh, du coup, moi, le sujet dont je voulais parler, c'était un sujet que tu avais abordé avec Sean dans le podcast que vous aviez fait aux rencontres de la performance et qui avait suscité mon intérêt. C'était Oui, euh, l'importance de l'alignement et puis c'était la différence entre souffrance et douleur. C'est possible? exactement. D'accord, je me souviens bien. Cool. Et les deux sont assez liés finalement. Ok. C'est-à-dire la façon dont tu es aligné avec une activité et l'activité si elle déclenche de la souffrance, de la douleur ou les deux. C'est quoi la différence du coup entre souffrance et douleur? Alors la différence entre souffrance et douleur, pour le dire le plus simplement du monde, la douleur, c'est le corps qui souffre, c'est le corps qui a mal, je vais enlever le mot souffre, c'est le corps qui a mal. Ouais. Et la souffrance, c'est l'ego qui a mal. Ok. On peut avoir des douleurs sans souffrir. Dans quelle situation on peut avoir des douleurs sans souffrir, par exemple? Bah, quand tu es OK avec la douleur que tu ressens. C'est style, je sais pas, je veux augmenter ma force au squat, je veux augmenter mon 3RM au squat, vu que tu as parlé du 3RM au squat. Je Ouais. demande à un coach de force de me faire une programmation, je comprends pourquoi il me fait la programmation, je sais que ça va dans le sens de mon objectif, donc en fait j'accepte la douleur due aux séances d'entraînement, c'est ça? Je vais aller un peu plus loin que ça. Tu sais aussi que l'objectif, tu es aligné avec ça. Ok, Et oui, tu sais aussi, et ça c'est la partie que beaucoup de personnes mettent sous le tapis parce que ils se disent ça ira. Mais au final, pour moi, c'est un pilier essentiel de la façon dont l'objectif il est déterminé. C'est l'écologie de ton objectif. C'est-à-dire, tout objectif a des contraintes. oui, Tout objectif a des contraintes. La première contrainte, par exemple, ça peut être le temps. Moi, je m'entraîne pour un ultra.
J'ai beaucoup de mal à aller m'entraîner en sachant que je pourrais passer l'après-midi avec mes fils faire du vélo dans la forêt. Mhm. Et donc ça se manage. Ok. Mhm. Et si je vais m'entraîner alors qu'ils ils sont eux-mêmes disponibles, bah, il faut que je sache qu'eux, ils passent une bonne journée, quoi. À aucun moment j'ai envie de leur foutre en l'air l'après-midi parce que papa il va courir dans la montagne, quoi. Mais parce que tu as décidé de mettre le bien-être de tes fils en priorité. Ouais, et je suis ok avec ça. Mhm. Je suis ok avec le fait de ne pas être confortable si je m'entraîne en pensant que mes enfants passent un mauvais moment. Je suis OK de ne pas être confortable si je Si je m'entraîne. vais m'entraîner et Ouais, que je me dis que mes enfants passent un mauvais moment, bah, je suis ok avec le fait de ne pas être confortable avec ça OK. et suffisamment pas confortable pour pas y aller. Non. Par exemple, l'hiver, j'ai aucun problème à aller faire 3 heures de ski de rando pendant que mes gamins font 3 heures de ski alpin avec leur entraîneur. Pas de problème. Ouais. Je sais qu'ils se régalent, papa se régale aussi, et après 3 heures, on se retrouve et puis on va reskier ou faire autre chose. Et voilà. Donc l'écologie du projet. Si t'es pas en accord avec ça, ça va pas. Donc si par OK. exemple tu es à la salle et que tu pousses ton, ta barre de squat en te disant Ouah, mais ce temps-là, là, j'aurais peut-être mieux fait de le passer sur mon projet pro ou sur j'ai l'escalier à revernir ou ma compagne est disponible et j'aurais peut-être pu passer du temps avec elle. Bah, déjà ton 3RM là, t'es pas ok avec ça. Ouais. Donc il passera peut-être moins bien. Et clairement il va passer moins bien. Parce que si en plus tu le répètes plein de fois, ce moment où t'es pas confortable, où tu te poses plein de questions, etc., ben ça va pas faire quoi. Parce que ça va venir empiler comme ça une, euh, une certaine fatigue mentale finalement, une lassitude. Moi j'avais un athlète par exemple, son entraîneur me disait toutes les EF qu'il fait, il les fait EF, trop vite. c'est l'abréviation de quoi? Endurance fondamentale, OK. zone 2 pour Sean, La Z2. ouais, il le fait trop vite. Et en fait, on a vite compris pourquoi. C'est parce que lui, à partir du moment où il allait courir, il fallait que ce soit productif. Il fallait que ce soit productif parce que c'est du temps qui passait pas en famille. Et lui, pour lui, productif, c'est vite. Ouais. Donc, il n'est pas là pour perdre du temps. Il est là pour faire de la séance efficace. Et efficace, c'est pas 6,30 au kilo, quoi. Donc, il faut câbler. Donc, il allait trop vite. C'est Donc quoi? là, déjà, tu as un problème d'alignement. Ouais. Ok. Ce problème d'alignement, du coup, il va pouvoir déclencher un phénomène de souffrance. Je vais te redonner un exemple. Moi, l'année dernière, j'ai fait un ultra qui a duré 27 heures. Bon, putain. Donc c'est long quand même, hein. Et moi, ça ne m'a pas paru tellement long. Et j'ai la prétention de dire, et honnêtement, je persiste, je le signe parce que j'ai très hâte d'y retourner, que j'ai eu pas mal de douleurs pendant cette course. J'ai eu mal aux jambes, je crois que j'ai perdu 4 ongles aux pieds, etc. etc. Donc quand tu fais des descentes en trail avec les ongles éclatés et regorgés de sang, c'est vraiment pas agréable. Et à J'imagine. aucun moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? À aucun moment, j'ai eu ce genre de pensée, de souffrance, où je me suis demandé ce que je faisais là, où je me suis dit que j'étais mieux à la maison, dans une piscine, où je me suis dit que j'étais nul, où je me suis dit que j'avançais plus, etc., etc. À aucun moment. Ça Mais n'est parce jamais que tu arrivé. avais respecté l'écologie de ton projet. Ouais, parce que. Et pourtant, je savais que j'étais pas dans les chronos que j'avais envisagés, etc., etc., tu vois. Mhm. Mais je savais exactement pourquoi j'étais là. Je passais réellement un vrai bon moment en montagne. Quand je dis un bon moment, c'est pas forcément un moment qui est 100% agréable, parce qu'il y avait pas mal de douleurs, tu vois. Mais tu sais pourquoi tu es là, Mais en fait. ouais, je sais pourquoi je suis là, quoi. Ouais. Je sais ce que je viens raconter, je sais ce que je viens défendre. Qu'est-ce que ton athlète il vient défendre avec son 3RM? Ouais. Et Ok. je dis pas qu'il n'y a pas de raison à faire un 3RM, hein. Moi j'en fais 2 fois par semaine du 3RM. Mais il faut savoir quelle est la raison derrière tout ça. Et cette raison-là, c'est souvent une raison qui est assez profonde. C'est une valeur qui t'est chère et que tu viens défendre. Mhm. Tu vois. C'est quoi les éléments de l'écologie d'un projet? Les éléments de l'écologie d'un projet, Ouais. bah, tu vas déjà commencer par demander à l'athlète qu'est-ce qui coince dans le projet. Ok. Et j'ai envie de te dire même qu'est-ce qui coince dans la réussite du projet. Quand tu rajoutes le mot réussite, tout le monde te dit bah rien en fait. Si je réussis, mais c'est trop bien. Oui, mais si pour réussir, tu as passé 6 mois dans un camp de l'ancienne RDA à parler à personne, est-ce que vraiment c'est trop bien?
La Parce que violence. peut-être ça va être ça la contrainte de ton projet, tu vois. Je grossis le trait Oui, oui. volontairement, hein. Ça peut peut-être être ça la contrainte de ton projet. Est-ce que c'est vraiment trop bien? Ah, je sais pas, on va réfléchir. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui va pas bien? Et ce qui va pas bien, est-ce que c'est assumé? Mhm. Si je reprends l'exemple de l'ultra, moi j'ai beaucoup d'athlètes, ils veulent faire de l'ultra, mais quand leur entraîneur leur dit tu vas aller faire 5 heures en montagne, ils veulent pas y aller. Donc ça c'est quand même une grosse contrainte de ton projet, et ça aussi soulève les raisons pour lesquelles tu t'es lancé dans ce projet. Comment ça se fait que tu veux faire un ultra si t'aimes pas passer du temps en montagne? C'est vrai que c'est bizarre. C'est un peu bizarre. À l'inverse de ça, si par exemple tu... Ah, tu vois, regarde, je prends l'exemple du football, moi c'est un sport que je trouve formidable, mais j'aime pas l'ambiance. Ouais. Si par exemple moi demain, j'ai toujours aimé jouer au football quand j'étais gosse, hein. Dans la cour de récréation, j'en ai même un tout petit peu fait en club, mais j'ai jamais aimé l'ambiance. Et ce côté justement écologie du projet, il a pesé tellement lourd que c'est un sport que j'ai pas continué. Parce que les contraintes d'un côté étaient pour moi trop lourdes par rapport au plaisir que je prenais à jouer dans l'autre sens. Donc en fait, tout objectif a une contrainte, Tout le temps. mais avoir un projet écologique, si je peux m'exprimer ainsi, c'est Ouais, d'être conscient des contraintes et au final d'être OK avec ces contraintes-là. ouais, c'est de les avoir assumés. Ouais, OK. Maintenant, si on reprend la partie entrepreneuriale, vu que c'est un truc que tu connais bien, Ouais. quand on parle d'avoir une activité professionnelle avec laquelle on est aligné, est-ce qu'on peut retrouver cette situation de douleur versus souffrance? Ah, Alors, on complètement. est sur un truc qui est, tu Ouais. vois, pas tellement physique. Ouais, ouais, mais on peut facilement, hein, mais alors là, on va dans le monde de l'entreprise et on va même insister un peu là-dessus, mais dans tout ce que tu fais, tu peux te perdre. Ouais. La plupart du temps, quand les gens montent une boîte, la raison de base, au-delà de l'argent, hein, parce que tout le monde me dit, les mecs, ils montent des boîtes pour gagner du fric, mais je peux entendre, hein, mais à la base, ils ont tous une noble raison de monter une boîte. Mais vraiment, c'est-à-dire, si on prend je sais pas, moi par exemple, quand j'étais lagueur, alors je voulais d'un côté être le meilleur lagueur du monde, mais surtout je voulais faire des arbres extraordinaires et que les gens puissent avoir dans leur jardin un arbre extraordinaire. Mhm. Et le gars qui monte une entreprise pour faire, je sais pas, des téléphones pas chers, tu vois, eh bien il peut se dire, ben, moi en fait j'ai envie de rendre la communication ultra accessible à tout le monde. Ça c'est le projet de base. C'est le truc qui fait vraiment envie. Et c'est valable aussi dans le sport. Sauf que pour pouvoir arriver à tout ça, il y a tout un tas de tâches à effectuer, il y a tout un tas de contraintes à faire, il y a tout un tas de choses à apprendre, et on peut vite se perdre là-dedans. Ok. On peut vite empiler comme ça les contraintes, et puis on peut s'éloigner du sens. Et à ce moment-là, on peut perdre rapidement pied, perdre l'écologie, perdre l'objectif de base, se dire que finalement c'était un rêve inaccessible, etc., etc., qu'avec les contraintes économiques du moment, mais écologiques aussi, ça pourrait être ça, eh bien on ne peut pas y arriver, que c'était un rêve peut-être futile, et on peut être complètement désaligné avec la vision qu'on avait au début, oui, sans aucun problème. On peut par exemple ne pas avoir, ça a été un petit peu le cas quand j'ai eu des employés, ne pas avoir, ne pas se rendre compte de ce qu'est manager une équipe. Et manager une équipe, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui sont des managers incroyables. Et il y en a d'autres qui sont d'excellents chefs d'entreprise, mais pas forcément des bons managers. Parce que déjà d'une, ça les intéresse pas plus que ça. Parce que peut-être qu'avant c'était des solopreneurs et que du coup ils vivaient beaucoup mieux leur projet comme ça, etc., etc. Donc ouais, tu peux tout à fait te perdre dans ce projet-là. Ouais. Mhm. Ouais, donc ça, c'est, ce serait quoi, selon toi, le... Alors, tu l'as dit, hein, qu'est-ce qui coince dans la réalisation du projet et d'assumer les contraintes, mais au final, quelqu'un qui se sentirait désaligné avec l'activité qu'il a ou qu'elle a, ce serait quoi les questions que cette personne devrait se poser pour être capable de se réaligner puis de rentrer dans un projet qui est écologique? Qu'est-ce qui me faisait vraiment envie au début? Ok. Mais vraiment, ça c'est
À quel moment je me suis dit, je vais faire ça, et ça fait vraiment envie, parce que ça me passionne vraiment. C'est important pour moi. Ça peut m'apporter des choses, ça peut apporter des choses aux gens, etc., etc. C'est important pour moi. Moi, je te cache pas que ça m'arrive, hein, quand j'enchaîne des séances, quand j'ai parfois l'impression d'avoir fait une séance qui est pas forcément bien aboutie ou qui correspond pas forcément au moment de l'athlète. Tu as des séances, par exemple, que tu peux pas faire en fonction du moment de l'athlète. Par exemple, si je reviens sur la séance du deuil de tout à l'heure, bah, cette séance-là, parfois l'athlète, si tu l'as fait un peu trop tôt, il n'est pas prêt. Il n'est pas encore prêt à laisser de côté cette situation du passé. Et donc moi, ça peut m'arriver de faire une séance et puis d'avoir un arrière-goût de raté derrière. Mhm. Et puis parfois, comme tout le monde, hein, dans la journée, je peux en enchaîner plusieurs et perdre pied, tu vois. Dire, avoir des pensées qui vont vers la souffrance. Je suis pas un bon préparateur mental, ce que j'ai fait, ça n'a rien apporté à personne. Ça peut être qui je suis pour facturer une prestation aussi mauvaise. Enfin, tu vois, tu peux aller très 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 loin dans tout ça. Donc là, Et puis de te perdre. ouais, quand tu ressens de la souffrance dans la partie entrepreneuriale, Ouais, c'est, on parle vraiment de souffrance là, pour le coup. on parle de Alors que j'ai souffrance. mal nulle part, hein, tu vois. Ouais, c'est de la souffrance, mais c'est de la souffrance qui est plutôt mentale. Tu as Ouais, des mais pensées la souffrance, c'est négatives, mental. C'est ton mental qui a Oui, mal. ouais, ok. Mais ok, ça c'est quoi les douleurs au final qu'on pourrait avoir dans la partie entrepreneuriale, mais ça passerait outre? Genre la fatigue? Une douleur, c'est physique, t'as mal quelque part. Ok. Une douleur mentale, c'est ça qu'on appelle la souffrance. C'est à partir du moment où tu commences à te poser vraiment les questions que je viens de te dire. Mhm. Qu'est-ce que je fous là? Je suis nul, je sers à rien, ce projet il est nul, je suis pas capable de manager mes équipes, etc., etc. Mais dans la partie entrepreneuriale, tu vas avoir ces questions-là. Oui, bien sûr. Le mec, il s'est posé un projet en se disant dans 4 ans je ferai 1 million. Bon, ben, il se rend compte qu'il va pas forcément y arriver, ou il se rend compte qu'il avait sous-estimé la tâche de travail, etc., etc. Bien souvent, si on prend l'échelle du stress, à un moment donné dans l'échelle du stress, à chaque fois que tu te retrouves face à un obstacle, tu as le choix de le prendre comme un défi ou comme une menace. Mhm. Lorsque tu es sorti du défi, en général, tu rentres dans la souffrance. Lorsque tu rentres dans la menace, tu rentres dans la souffrance. Quand tu vois plus ton objectif comme un défi, mais que tu le vois comme une menace, Mhm. c'est-à-dire que tu commences à dire si j'y arrive pas, ouah, c'est vraiment catastrophique. Ça, c'est la menace, c'est-à-dire si j'y arrive pas, je vais être sanctionné. Mhm. Souvent, tu as de la souffrance qui vient avec. Rien Alors, que le fait d'avoir dit cette phrase, tu vois, ouais. si j'y arrive pas, c'est catastrophique, j'ai le dos au mur, etc., etc., tu te retrouves face à une menace. Et tu n'es plus face à un défi, tu es plus dans le jeu, J-E-U. Mhm. Ok. Ouais, je vois. Donc par contre, si tu le vois comme un défi, tu restes dans ce truc de jeu et donc potentiellement tu vas pas vers la souffrance même si c'est difficile. Exactement. Parce que tu vas potentiellement imaginer tout un tas de sanctions, tout un tas de manquements qui vont t'arriver si tu réussis pas. Mhm. Si je réussis pas, il va m'arriver ceci, il va m'arriver cela, je vais être obligé de licencier des employés, je vais être obligé de repousser à 3 ans mes projets, peut-être que j'y arriverai jamais, etc., etc. Et tout ce qui va être pensées négatives qui vont se mettre à tourner en boucle. Est-ce que c'est intéressant de se demander, donc là, qu'est-ce qu'on voulait au départ, mais est-ce que ça peut être aussi intéressant de se demander et de passer du temps à qu'est-ce qu'on veut à la fin? Quel est l'objectif qu'on a envie d'atteindre? C'est quoi la finalité à laquelle on veut arriver? En général, tu veux arriver à l'objectif du départ. Après, cet objectif, il peut mûrir dans le temps. Mhm. Il peut changer, il peut évoluer. Oui, donc ça, Ça, c'est ça pas. peut, ça peut valoir le coup de faire des mises à jour de temps en temps. Ouais, sur des projets long terme, oui, clairement. Même la façon dont tu veux arriver à l'objectif. Par contre, ce que je pourrais faire déjà, c'est déterminer ce que c'est qu'un objectif. Parce qu'il y a une différence entre un but et un objectif. Tu peux C'est nous des choses expliquer qui cette sont très très différence-là? différentes. Un but, ça va être quelque chose qui va être souvent assez palpable et assez chiffré. Donc par exemple, faire 1 million de CA, c'est un but. Être champion du monde, c'est un but. Être champion olympique, c'est un but. Faire 30 minutes au 10 000, c'est un but. Ok. Soulever 100 kilos au squat, c'est un but. Maintenant, l'objectif, c'est comment je fais pour atteindre ce but. Qu'est-ce que je dois maîtriser? Et là, on parle réellement de maîtrise. Qu'est-ce que je dois apprendre
pour arriver à faire ça. Moi, par exemple, quand je discute avec un entrepreneur, s'il me dit qu'il veut faire 1 million de CA, je ne sais pas le faire, moi. Mhm. Clairement, je n'en ai aucune idée. Par contre, s'il me dit comment je dois manager mes équipes, quel mental je dois avoir, qu'est-ce que je dois apprendre à faire, qu'est-ce que je dois apprendre à maîtriser, là oui. Est-ce que tu dois apprendre à maîtriser ton stress? Oui. Est-ce que tu dois apprendre à mieux gérer tes process de prise de décision? Oui. Est-ce que on pourrait manager l'équipe différemment parce que telle personne n'est peut-être pas au bon poste, parce que ce poste-là lui convient pas complètement? Oui, ça on peut. Ok. Et c'est très différent de travailler sur l'objectif et sur le but. D'ailleurs, c'est marrant, je suis tombé il n'y a pas très longtemps sur une étude de 2017 où à partir du moment où tu as des athlètes qui se concentrent uniquement sur des objectifs de maîtrise, dans pratiquement 100% des cas, ils réussissent mieux que des athlètes qui sont fixés sur des buts chiffrés, Ok. comme un chronomètre ou un titre. Parce que si je fais un espèce de raisonnement de pilier de barre, c'est au final, du moment que tu fais l'acquisition de ce qui te permet d'atteindre le but, tu l'atteins, alors que si tu vises que le but, tu fais pas forcément le travail nécessaire pour avoir les outils Ouais, qui te permettent de l'atteindre. c'est exactement ça. C'est-à-dire que on va en revenir au premier besoin qui est le besoin d'apprentissage. Mhm. Lorsque tu es uniquement dans la maîtrise, tu es dans l'apprentissage. Prenons un exemple extrêmement simple. Un athlète qui veut courir un chrono 35 minutes au 10 000 par exemple. 35 minutes au 10 000, si je dis pas d'annerie, ça fait 3,30 au kilo. Ok. C'est solide. Oui, non mais sans jugement de valeur, mais juste on prend ce chiffre-là. Mhm. Qu'est-ce qu'il faut qu'il apprenne à faire pour faire ça? Il faut qu'il travaille une foulée avec une bonne économie de course. Ensuite, il faut qu'il ait des séances qui vont lui permettre d'avoir une bonne VO2 max. Ensuite, il faut qu'il ait du séance, et on pourrait inviter Sean à discuter sur ce point, parce qu'il va être spécialisé là-dedans, mais il faut qu'il ait des séances pour avoir une certaine durabilité. Ouais. Ensuite, faut qu'il apprenne à avoir une bonne nutrition. Et tout Bonne ça, c'est de l'apprentissage. sommeil et ainsi de suite. Ouais, tout ça, c'est de l'apprentissage. Ouais. Tout ça, c'est des choses qu'il doit simplement apprendre. Là jusqu'à présent, là, le 3,30, je l'ai mis de côté quasiment tout de suite. Mhm. J'ai pas dit qu'il fallait qu'il court à 3,30. J'ai dit qu'il fallait qu'il apprenne des choses pour pouvoir courir à 3,30. Si on en revient à la base de l'apprentissage, entre guillemets, de la vie, c'est strictement ce que fait un enfant qui apprend à marcher. Un enfant qui apprend à marcher, son enjeu, il est vital. C'est comme si je prends un lion qui apprend à chasser. L'enjeu, il est vital. S'il ne sait pas chasser, il ne mange pas. Et pour autant, il n'est que dans l'apprentissage de quelque chose, avec deux choses qui sont absolument essentielles pour avoir un apprentissage de qualité. C'est des corrections qui sont tout le temps, ils s'auto-corrigent tout le temps, et qui sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils s'auto-corrigent. Mhm. Et un droit à l'erreur qui est infini. J'ai Un l'impression enfant, j'ai l'impression qu'on est tellement loin j'ai l'impression qu'on est tellement loin du système éducatif dans lequel on envoie nos enfants quand tu me dis ça comme ça. bah, tu peux enlever le mot éducatif, hein. Ouais, ouais. On est loin du système. Par exemple, aujourd'hui, quand tu vois un mec qui a planté une boîte, il n'a pas le droit de recommencer, quoi. Ouais. Quand tu prends un mec qui a échoué, un athlète de haut niveau qui échoue trop régulièrement, il ne peut pas recommencer. On dit que les athlètes de haut niveau, ils ont le droit d'échouer à l'entraînement, mais est-ce que réellement ils se donnent le droit d'échouer à l'entraînement, les athlètes de haut niveau? Je pense pas. Je pense pas. Alors qu'aujourd'hui, moi par exemple, j'essaye vraiment de replacer l'échec dans son réel contexte, c'est-à-dire ça n'est qu'un moyen d'apprentissage. Nous, on y a mis bon nombre de jugements de valeur. Si par exemple on échoue sur moi mes prestations en préparation mentale, eh bien je vais tout de suite me juger comme je l'ai fait tout à l'heure, tu vois, en me disant je suis pas un bon préparateur mental, etc., etc. Et cetera. Et tu vas avoir comme ça un phénomène où tu rentres dans ce côté souffrance dont on discutait tout à l'heure. Ok. Mais la base de l'apprentissage, c'est ça, hein. C'est-à-dire avoir une quantité d'essais qui est infinie Mhm. et avoir une auto-correction. C'est-à-dire que tu peux corriger toi-même tes essais. Pour pouvoir corriger toi-même tes essais, est-ce que tu as besoin d'un regard externe au moins une fois? Et parfois ça aide, oui.
Mais ce regard extérieur, il n'a pas besoin il a pas besoin d'être jugeant. Il peut juste être correctif, en fait. Ouais. Il peut juste être correctif. Ok. Même si c'est un. Et après, il y a aussi la façon dont l'athlète le prend. Si l'athlète il a une croyance qui dit que l'échec c'est la catastrophe, bah, il suffit que tu lui dises bah, là tu aurais pu faire un peu comme ça pour que lui il le prenne tout de suite mal. Mhm. Ça c'est pareil, ça se travaille. Et par exemple, je sais que moi j'ai été comme ça pendant très très longtemps, c'est-à-dire que l'échec c'était interdit. Et l'échec interdit, ça a fait deux choses. C'est que d'une part, je prenais pas de risque. Ouais. Donc tu tentes pas des choses dans lesquelles tu peux échouer. Tu vois. Ça c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'à chaque fois que je vivais un échec, bah, je le prenais extrêmement mal. Ok. Mais vraiment très très mal. Je vois. Donc, encourager l'apprentissage, c'est laisser un espace suffisant pour que la personne puisse se tromper sans que ce soit un facteur limitant et qu'elle ait suffisamment de clairvoyance pour analyser sur quoi elle s'est trompée pour pouvoir l'améliorer. Ouais, alors tout ça, bien entendu, ça a des limites, hein. D'ailleurs, Oui. c'est souvent ce qu'on oublie quand on parle des méthodes modernes dans l'éducation, que ce soit Maria Montessori ou Freinet, on parle que du fait que les enfants font leur vie sans limite. Mais c'est pas du tout ça, pour en avoir lu quelques bouquins. Mhm. Ça a toujours des limites, c'est toujours très cadré. Tu prends une technique d'apprentissage chez Maria Montessori, c'est extrêmement cadré, Mhm. contrairement à ce qu'on pense. Et tout ça, ça doit être très cadré. Effectivement, que tu peux pas avoir un chef d'entreprise qui fait 3 erreurs par jour et n'avoir aucune volonté d'en changer, parce que sinon sa boîte, elle va dans le mur. Tout à fait. Ça, c'est la réalité des choses. Mais, euh, mais il faut trouver justement le cadre dans lequel il peut absolument rapidement voir les erreurs. Et c'est aussi l'intérêt d'avoir une grande quantité d'erreurs et une correction des erreurs qui soit très rapide pour pas que ces erreurs soient des catastrophes. C'est-à-dire, si tu te rends compte 12 mois après que tu as fait 12 mois de mauvaise gestion de boîte, trop tard. Ouais. Si tu t'en rends compte au bout de 10 jours, ça va, ça va être corrigeable. Ok. Et Donc, c'est, c'est la vraiment un quantité cadre. des feedbacks est vraiment importante. Ok. Donc, créer un cadre qui permette à la personne qui apprend de pouvoir faire des erreurs tout en s'en rendant compte et en étant capable de s'auto-corriger avec des feedbacks qui sont réguliers pour pas que les erreurs restent sur le long terme. Ouais, et pour terminer là-dessus, enfin pour terminer là-dessus, si tu as d'autres questions, il n'y a pas de problème, mais pour revenir au début de ta question, si tu as une personne extérieure avec qui tu es en confiance, avec qui tu n'as absolument pas peur qu'ils disent écoute là ça va pas, Ouais. c'est vraiment une arme de guerre dans la correction. Par exemple, moi en ce moment, j'apprends à faire, enfin, pas en ce moment, depuis le mois de janvier, j'apprends à faire des squats. Il n'y a personne qui me regarde en train de faire des squats. Je sais pas si mon squat il est propre ou pas. Enfin, maintenant je le sais. Mais tu as cette dissociation, tu as ce point de vue extérieur qui est complètement vrai sur une activité qu'on peut voir, toucher, sentir, entendre, ok, Mhm. mais qui est beaucoup plus primordial sur le mental. Parce que sur le mental, tu es l'observateur, c'est ton mental qui observe ton mental. Mhm. Et donc là, ce point de vue extérieur, il est encore plus important. Ok. Quand tu réfléchis toi-même à la façon dont tu réfléchis, tu vois, quand je le dis comme ça, c'est encore plus parlant. Ouais, ouais, effectivement. C'est vraiment compliqué d'avoir un point de vue extérieur à la situation. L'hypnose aide à ça, puisqu'elle permet justement d'avoir une dissociation et de voir les choses sous un angle différent d'une autre. Mais pour pouvoir aller le chercher sous hypnose, il faut quand même déjà l'avoir détecté de base. Mhm. Et c'est pour ça que la préparation mentale, à mon avis, elle ne pourra jamais être, j'espère me tromper parce que, mais elle ne pourra jamais être hyper performante en étant 100% autonome. Il y aura toujours un moment où le regard d'une personne extérieure, et j'ai envie de te dire, c'est un peu comme l'entraînement. Le regard d'une personne extérieure en entraînement, il a ce côté intéressant de pouvoir avoir un point de vue différent du tien. Mais je pense qu'en fait, enfin, je sais pas, hein, c'est peut-être large, mais dans mon esprit, comme tu t'expliques ça, aucun comportement ne peut évoluer s'il y a à un moment donné pas de regard extérieur. Je pense,
Et si vraiment je parle des neurosciences, tu vois, je crois que c'est Albert Moukébert qui avait dit ça. Il disait que ce qui est très difficile quand tu observes le fonctionnement du cerveau humain, même en le faisant sous un IRM, Mhm. c'est que déjà, il fonctionne différemment quand il sait qu'il est observé. Donc à partir de ce moment-là, déjà l'observation, elle est en partie biaisée. Ouais, Tu sais, c'est comme en mécanique quantique, quand on te dit qu'une particule observée se comporte différemment d'une particule non observée. oui. Eh bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire que la personne que tu mets dans l'IRM, elle sait qu'elle est là Ouais. pour être observée. Donc, elle se comporte différemment. Et il y a de fortes chances que du coup, on sait comment se comporte un cerveau qui est observé, mais on ne sait pas comment se comporte un cerveau qui ne l'est pas. Ouais. Tu vois. Ah, là, j'ai chopé une crampe au mien, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et je vais te le dire de façon beaucoup plus simple et peut-être un peu moins orthodoxe dans le vocabulaire, mais tu vas dans une entreprise, tu regardes, allez, on va dire 5-6 personnes bosser dans un open space, tu arrives là, tu es absolument pas confronté aux problèmes de management, aux problèmes de finance, aux problèmes fiscaux, aux problèmes de charges sociales, aux problèmes des clients, etc., etc. Tu as forcément un autre regard sur la façon dont fonctionne l'équipe que l'un des membres de l'équipe qui, lui, est la tête dans le guidon, qui enchaîne les tâches les unes après les autres et qui déjà a beaucoup de mal à prendre 20 minutes de la journée, se libérer complètement mentalement de la tâche qu'il est en train de faire et regarder la boîte, regarder l'entreprise comme si c'était une entreprise pas la sienne, Mhm. dans laquelle il bosse pas. Ouais. Mais Tu d'où? vois, j'ai un collègue qui a un magasin de vélo là, pas très loin de la maison. Enfin, pas très loin. Pour moi, pas très loin de la maison, c'est très loin. Enfin, c'est quand même une heure de voiture parce que j'habite en montagne. Et il a une entrée dans le magasin qui est à l'arrière de la boutique. Ok. Et un jour, comme ça, en discutant, j'ai dit: Est-ce que tu rentres par l'avant du magasin, toi? Il me dit: Non, pourquoi? Ben, j'ai dit: Parce que tes clients, ils rentrent par l'avant du magasin. Qu'est-ce qu'ils voient, tes clients, quand ils rentrent par l'avant du magasin? Donc, moi, c'est un copain, hein, j'étais pas là pour bosser, tu vois. Mais cette question-là, c'est simplement pour dire voilà, lui, il a la tête dans son magasin du point de vue du vendeur de vélo. Mais pour qu'il prenne lui-même la place du client, c'est pas si Rentre évident. par la porte de devant. Ouais, Mais d'où l'intérêt en fait de se faire, d'où l'intérêt de se faire accompagner. ouais, quand on le souhaite, ouais. Au final, quand on le souhaite, d'où l'intérêt de se faire accompagner pour avoir justement bénéficié au final, de ce regard extérieur. Bah, tu as ce regard extérieur, tu as aussi ce regard de l'expert, puis tu as un regard qui est complètement dénaturé du projet. Mhm. C'est-à-dire que toi, peut-être que si ton objectif il est là à court terme, tu vas dire bon, bah, finalement, ce que je fais c'est top et tout, machin, tu vas chercher à te rassurer, tu vas chercher à te mettre en confiance. Alors que quelqu'un d'autre qui va arriver de l'extérieur, je dis pas qu'il va pas chercher à te mettre en confiance, mais il va peut-être plus facilement appuyer sur les petits défauts à corriger. Alors que toi, tu es plutôt dans une démarche de essayer de poser de la confiance pour la suite des événements. Ok. Donc le regard extérieur, il est quand même primordial. Écoute, si t'es OK, je te propose que on s'arrête sur cette dernière phrase qui était pour moi parfaite. Le regard extérieur est primordial. C'était très cool, j'en ai appris beaucoup. Merci pour ça, Avec c'était grand très plaisir, chouette. hein. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire aux auditrices et aux éditeurs du podcast? C'est principalement, je pense, des coachs, des kinés, des préparateurs physiques, des gens qui font des métiers de la santé, qui sont pour la plupart indépendantes ou indépendants ou qui ont envie de le devenir. Est-ce que tu aurais un mot pour les gens qui nous ont écoutés? Ouais, je vais presque redire un peu la phrase. Tout à l'heure, on parlait de sens, tu vois. Mhm. Mais il y a une question que moi j'aime bien proposer aux entraîneurs lorsqu'ils sont face à des athlètes qui ont des difficultés. C'est de simplement leur demander à ces athlètes qu'est-ce que tu te dis quand ça arrive? Quelles sont les phrases qui te viennent en tête quand ça arrive? Ok. Quand tu cours et que c'est vraiment dur, ou quand tu es dans ta salle de muscu ou que c'est vraiment dur, ou par exemple tu es dans un sport co et puis peut-être que tu as des problèmes de communication avec les autres membres de ton équipe. Mhm. Qu'est-ce que tu te dis? Quelle est la phrase qui te vient en tête à ce moment-là?
Parce que souvent, ça, c'est notre mental qui nous parle. Nos pensées, c'est un peu ça. Il y a nos croyances, il y a plein de choses. Notre identité, nos valeurs, qui viennent comme ça nous donner des petites phrases. On n'a pas toujours envie de les entendre, hein, parce qu'effectivement, sur le moment, on aimerait qu'elles nous foutent la paix. On a d'ailleurs des techniques pour gérer les pensées. Mhm. Mais c'est souvent intéressant de les écouter, de voir ce qu'on peut faire avec. Ok. Et ça, c'est vraiment une petite phrase, je trouve, qui va bien, c'est simple. Et le fait ensuite d'en parler derrière, ça peut permettre parfois de désamorcer comme ça des situations qui peuvent facilement s'envenimer. Cool. Merci beaucoup pour ce conseil. Avec plaisir. Laurent, pour les auditrices et les auditeurs du podcast qui auraient envie de te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors bah, déjà, ils peuvent me retrouver sur le site mentalcamp.fr. Ouais. C'est un site qu'on a décidé de créer justement pour changer un petit peu le regard de la préparation mentale en France. Mhm. Donc c'est un site qui est un média. Ok, je mettrai le lien Avec du des site dans articles et la des description podcasts. de la bio. Et ensuite, alors, je me suis mis aussi à faire mon site, puisque je ne fais Ok. pas que du bouche à oreille. Et ce sera sur laurentmonsoto.fr. Le site devrait être en ligne d'ici à peu près une semaine. Ok, bah Bah, parfait. je pense que quand l'épisode va sortir, il sera en ligne. L'épisode sortira très certainement mi-juin, donc effectivement, enfin, il sera sorti mi-juin, donc effectivement, bah, je mettrai les coordonnées pour que les gens puissent te retrouver directement sur le descriptif du podcast. Ouais, avec plaisir. Laurent, merci beaucoup pour ton temps. C'était très agréable de discuter avec toi, puis du coup de te revoir après les rencontres de la perf. Je te souhaite un bon après-midi, puis un bon week-end. Ben, merci à toi, bon après-midi. Merci. Pour les Merci pour auditrices, l'invitation. mais avec grand plaisir. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, je vous retrouve tout de suite après avoir dit au revoir à Laurent pour faire la conclusion avec vous. Laurent, à très bientôt et merci encore. Ciao! Ciao, ciao. Voilà, l'épisode avec Laurent est terminé. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter qu'on aura pris à l'enregistrer. C'était un sujet hyper intéressant. La préparation mentale, c'est vraiment un... Pour l'instant, c'est un truc que je découvre et j'ai envie d'en apprendre un peu plus. Et c'était une des raisons pour lesquelles j'ai invité Laurent. Si c'était votre premier épisode, eh ben, merci beaucoup et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Et si ce n'était pas le cas, eh bien, merci pour votre fidélité. Mon but aujourd'hui, c'est de vous parler du projet dont je vous ai déjà parlé la dernière fois, mais si vous n'étiez pas là, eh bien, c'est pas grave, je vous en reparle maintenant. La formation Business Fundamentals qui sortira à la mi-septembre 2026. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs en individuel sur 3 ou 6 mois à travers une formation que j'ai créée. Et j'ai eu envie de voir si l'effet de groupe pourrait améliorer la qualité de la prise en charge. Et donc, c'est pour ça que cette première rentrée se fera mi-septembre. Le principe, c'est 12 personnes que je vais accompagner sur 6 mois, à raison de une fois par semaine pendant les 3 premiers mois et une fois toutes les 2 semaines pendant les 3 derniers mois sous forme de groupe de 4 maximum. Donc on a un grand groupe de 12 divisé en 3 groupes de 4. Moi, ça me permet d'avoir un suivi qui est plus individuel et plus personnalisé. À travers cette formation, je vous permettrai de réaliser des exercices qui auront pour finalité que vous puissiez créer les outils qui vous permettront de créer votre activité d'indépendant et d'indépendante. Cette formation, elle est ouverte aux coachs sportifs et sportives, mais aussi aux nutritionnistes, aux préparateurs et préparatrices physiques, mais aussi à tous les thérapeutes et toutes les personnes qui font un métier qui a à voir avec la santé, mais qui ne font pas partie d'un système d'assurance qui peut leur faciliter le fait de trouver des clients. Donc voilà, si vous êtes intéressé, le lien est en description dans le podcast. Vous pouvez laisser votre adresse mail et votre numéro de téléphone pour que je prenne contact avec vous afin de discuter de cette formation et de voir si vous avez envie d'embarquer dans le projet. Je vous dis encore merci pour tout, merci pour votre fidélité et à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!